Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont les extraits de la discussion que j'ai eue avec Clément Collard en juin dernier à Paris, au sujet de sa thèse, Les mutilés de la Grande Guerre et leur retour au travail. L'idée ici, c'était de savoir ce qu'il s'est passé à l'époque, en 14-18, et même après la guerre, quand des centaines de milliers de personnes reviennent du front, blessées, mutilées. Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils ont pu retrouver un travail, une vie professionnelle? Qu'est-ce qui a été mis en place aussi pour les aider, pour leur rééducation? Et tout ça, c'était le sujet de la thèse de Clément, qu'il devrait finir cette année. Alors pour info, Clément il est agrégé d'histoire et doctorant au Centre d'histoire de Sciences Po, et il avait accepté qu'on se rencontre pour discuter de tout ça ensemble. Alors j'espère que ça va vous plaire, en tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire ça. Je vous laisse et on se retrouve à la fin. Moi, dans ma thèse, je m'occupe essentiellement d'handicapés physiques, enfin d'invalides physiques, qui sont pour beaucoup des amputés, en fait. Donc c'est des blessés des bras, des jambes, alors que ce soit des amputés, des paralytiques, des impotents, enfin il y a toute une gamme de termes pour désigner ces blessures-là, mais ce sont véritablement ceux-là qui m'intéressent, notamment parce que c'est eux qui font l'objet d'un intérêt particulier à l'époque aussi, puisqu'ils sont très nombreux, en fait. Si on prend une définition très large de l'invalidité de guerre, mais qui est en fait la définition qui est donnée par l'administration, par les instances juridiques à l'époque, donc c'est-à-dire ceux qui sont pensionnés, donc qui reçoivent une pension, on arrive à environ 1 million de personnes dans l'entre-deux-guerres. Alors certes, c'est le nombre de mutilés, enfin de pensionnés de guerre en fait, donc de gens qui rentrent dans la catégorie juridico-administrative des mutilés de guerre. Donc en fait, au cœur de la guerre, évidemment, il y a des hommes, des politiques, des médecins, des juristes, qui réfléchissent déjà à cette question, parce qu'on voit l'ampleur de l'invalidité de guerre, on voit ces milliers de jeunes gens qui reviennent vraiment très gravement blessés de la guerre, et donc on se pose évidemment la question des conditions de leur retour au travail, et notamment des conditions de l'embauche, en fait, parce qu'on imagine que ça risque d'être compliqué dans un marché du travail qui peut parfois se restreindre en plus, dans des périodes un peu de chômage, etc. On se demande si les industriels, si les patrons vont accepter de reprendre ces hommes. Et une des mesures qui est prise, alors qui est pas exclusive hein, des autres, mais ça fait tout un ensemble en fait, de mesures qui sont prises à destination des militaires de guerre, il y a ce dispositif de l'emploi obligatoire, donc qui finit par être voté en 1924, mais ça prend beaucoup de temps, et on commence à en discuter. La première proposition de loi, elle est déposée fin 15 ou début 16, je ne sais plus exactement, mais vraiment plutôt au début de la guerre. Elle est votée en 1924 et en fait, elle n'est applicable qu'à partir de 1928. Et donc la disposition de cette loi, en fait, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la discrimination positive, et qui est quelque chose en fait qui, dans une certaine mesure, est la genèse de ce qu'on a vis-à-vis des travailleurs handicapés depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, qui est la doctrine de l'inclusivité, donc d'obliger en quelque sorte les employeurs à embaucher des handicapés. Et donc là, ça, c'est que ça s'applique essentiellement aux mutilés de guerre, et donc la disposition, c'est que les industriels les patrons en fait doivent compter, dès lors que leur entreprise fait plus de 10 salariés, on essaie de ne pas pénaliser les toutes petites structures, dès lors que l'entreprise fait plus de 10 salariés, il faut qu'il y ait au moins 10% de mutilés. En Allemagne, en Autriche, on a plutôt la même mesure. Je ne connais pas exactement le détail ensuite de l'application, mais on a la même philosophie, c'est-à-dire d'une obligation, d'une contrainte par l'État du secteur privé à employer les mutilés de guerre. En Angleterre, on a effectivement une mesure un peu différente, qui tient à des traditions politiques différentes entre les pays. L'Angleterre est un pays plus libéral, et ça fonctionne plutôt sous la forme d'une incitation. C'est-à-dire que on n'oblige pas les employeurs anglais à embaucher des mutilés de guerre, mais on prévoit des exemptions de taxes, des réductions fiscales pour le cas où ils le feraient. En fait, on a le même objectif, mais avec une philosophie différente, plutôt par la contrainte en France, et plutôt par l'incitation en Angleterre. Mais en ce qui concerne la France, en tout cas, on peut voir en fait, c'est qu'on atteint assez rarement le taux de 10%, qui est
de l'avis de beaucoup de décideurs à l'époque, en fait, est un peu trop élevé. C'est-à-dire que ça serait très difficile d'avoir 10% dans chaque entreprise, parce que c'est pas dit que enfin, les mutilés représentent pas non plus 10% de la population, et en plus, ils peuvent faire autre chose que d'être dans une entreprise de plus de 10 salariés, quoi. Et ça, c'est une loi aussi qui a fait nombreuses contestations pour les patrons, Oui. donc le milieu patronal. Qu'est-ce qu'ils contestent en fait, le patron par rapport à cette loi? Alors, il y a plusieurs arguments qui sont avancés par le patronat de ce point de vue-là. Le premier, c'est une question philosophique générale, enfin une question presque idéologique en fait, c'est que c'est une loi qui restreint la liberté d'embauche. C'est-à-dire qu'on oblige le patron à aller embaucher un homme plutôt qu'un autre. Et donc ça, du point de vue de la liberté d'entreprise, c'est quelque chose qui est assez mal vécu. D'autant plus qu'il y a toujours le soupçon, évidemment, que les mutilés soient des travailleurs qui, en étant diminués physiquement, soient moins productifs. Donc en plus, selon eux, on les oblige à avoir une main-d'œuvre qui soit moins efficace. Et il y a des arguments aussi qui sont un peu plus précis, et notamment il y en a un qui est beaucoup avancé par les patrons à ce moment-là, c'est le fait que, comme en fait la disposition de la loi, c'est que dans le cas où l'entreprise respecterait pas cette loi, elle doit payer une amende. Une amende qui est assez importante, parce que c'est 6 francs par... en fait, les trucs sont calculés, enfin les mesures sont calculées sur l'année, et on considère que pour chaque jour où il manquerait un mutilé, c'est 6 francs en fait. C'est 6 francs par jour et par mutilé manquant dans l'entreprise. Donc ça peut peser sur les finances de l'entreprise. Et ce qu'avancent les patrons avant le vote de la loi, c'est qu'en réalité, l'État cherche à faire payer, parce qu'en fait l'argent qui est récolté à travers cette taxe, en fait, ces amendes qui sont payées par les patrons, cet argent a vocation à financer en partie le budget du ministère des Pensions, donc à être reversé en quelque sorte aux mutilés eux-mêmes. Et ils estiment que c'est une sorte d'impôt déguisé, de nouvel impôt qui pèserait sur les entreprises, alors que l'État devrait assumer financièrement lui-même cette charge. Il y a un consensus là-dessus, même d'ailleurs chez certains acteurs étatiques, pour considérer que ce chiffre des 10% est un peu excessif. Mais justement, en fait, ce qu'on voit dans l'application de la loi, et c'est là où parfois le patronat est un peu de mauvaise foi, c'est qu'on n'oblige pas fondamentalement à avoir 10% de mutilés dans l'absolu. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut essayer de tendre vers ce chiffre-là. Et donc ça, on le voit très bien quand on analyse l'application de la loi, c'est qu'on ne va pas systématiquement amender un patron qui a, je sais pas, 30 employés, qui n'a pas 3 mutilés. Ce qui compte, c'est qu'il doit faire la preuve que lorsqu'il y a une vacance d'emploi, donc lorsqu'il doit embaucher, si jamais il n'avait pas son quota avant d'embaucher, il faut qu'il ait au moins essayé, donc c'est-à-dire demander à un office de placement départemental, là tout se joue à l'échelle départementale, qu'il ait demandé si jamais il n'y avait pas des mutilés qui auraient pu occuper cette place-là. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, en fait, c'est pour ça que le chiffre est un peu surévalué de 10%. Si jamais il arrive à faire la preuve qu'il a fait ça et que l'office lui a dit mais non, malheureusement on n'a pas de mutilé à vous proposer, dans ce cas-là il est tranquille pour l'application de la loi. Est-ce que certains patrons disent qu'ils ne trouvent pas les mutilés Voilà. Parce qu'ils se présentent pas? Parce que du coup, il y a aussi les mutilés qui ne se déclarent pas. Oui. Alors ça, oui, ça c'est un argument aussi qui est avancé par les patrons, plutôt avant le vote de la loi, qui est parce qu'en fait, lorsqu'ils font le dénombrement dans leur propre entreprise, ils peuvent dire peut-être que j'ai déjà ce taux de 10%, mais je ne le sais pas parce que j'ai des mutilés qui ne le disent pas. Alors, évidemment, parce qu'il y a des blessures qui ne se voient pas. Et puis quand bien même, je veux dire, quelqu'un qui a perdu 2 doigts à la main, qui est mutilé de guerre, il peut très bien si jamais il veut cacher cette condition-là, il peut très bien dire qu'il l'a perdu d'une autre manière. Et ça, en fait, c'est plutôt une réaction des mutilés, alors qui est à la fois théorique, c'est-à-dire c'est une intuition de leur part, mais en même temps, ça s'appuie aussi sur une expérience, c'est qu'ils craignent qu'en déclarant leur statut de mutilé de guerre, le patron en ait conscience, et donc dans ce cas-là, le patron saurait qu'on a affaire à un individu qui par ailleurs touche une pension d'invalidité, donc une somme d'argent alors, qui est pas énorme, hein, même quand on est pensionné à 100%, ça revient pas au salaire moyen d'un ouvrier, mais bon, c'est quand même de l'argent en plus, et que dans ce cas-là, le patron soit tenté de réduire le salaire du mutilé. Et donc parfois, ils ont tendance à cacher
leurs conditions pour ne pas souffrir de cette baisse de salaire. Et à l'époque, il y a le droit de baisser le salaire En théorie, non. Dans la loi, en théorie, non. Mais on est à une époque où, même si l'inspection du travail existe, il y a un droit du travail qui est déjà pas mal codifié depuis la fin du 19e siècle. Les contrôles sont quand même sont parfois un peu aléatoires. En tout cas, il n'y a pas une présence suffisamment importante de l'inspection du travail. Et donc, on a des témoignages de mutilés qui font état. D'autant qu'on n'a pas, à l'époque, on n'a pas de salaire minimum. C'est-à-dire qu'on a des salaires on a des salaires minimums qui sont fixés plutôt à l'échelle des branches, des secteurs, mais qui sont pas gravés dans la loi, en fait. Donc, l'idée, ça serait toujours de comparer par rapport aux collègues qui font le même travail. Donc, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas quelque chose qui est fixé de manière unilatérale. Donc c'est assez difficile à contrôler. Donc effectivement, oui, on a des exemples depuis la guerre, hein, d'ailleurs, de mutilés qui témoignent du fait qu'ils sont embauchés à, euh, à un tarif qui est moins important que celui des autres ouvriers. Oui. Il y a aussi un obstacle que tu parles de tes écrits, c'est l'indemnisation des accidents de travail. Mm. Donc, qui est un obstacle Oui. pour l'insertion Qui est d'ailleurs peut-être même le premier obstacle qui est identifié par le patronat, en fait. Ça, donc, dès 1915, alors, on est vraiment au début de la guerre, on commence seulement de discuter cette question des mutilés, et ça c'est quelque chose qui est mis en avant par les patrons. Ça on le voit en analysant les archives des chambres de commerce, par exemple, où là on a les syndicats patronaux qui s'écrivent les uns les autres. Et alors ça vient en fait de quelque chose qui est antérieur à la guerre, c'est que depuis 1898, qui est une des premières grandes lois en fait, hein, du droit du travail en France, on a la loi sur l'indemnisation des accidents du travail. Et cette loi de 1898, elle décide de modifier le droit, c'est-à-dire qu'avant, il fallait prouver en fait, lorsque un travailleur était victime d'un accident dans l'exercice de son métier, il fallait prouver que le patron était responsable, en gros, qu'il y avait eu une faute. Et à partir de 1898, on intègre en fait les accidents du travail comme un risque qui est inhérent au monde du travail. Et à partir de là, on considère que ben, voilà, le travailleur a été victime d'un risque qui fait partie de son métier. Et donc dans ce cas-là, c'est au patron d'indemniser en fonction de la réduction de salaire qu'induit la blessure qui a été reçue au travail. Et avec la question des mutilés de guerre, là se pose une inquiétude pour les patrons, et en fait moins pour les patrons, mais fait pour les compagnies d'assurance, parce que la plupart des entreprises, notamment les grandes entreprises, lorsqu'il y a accident du travail, elles n'indemnisent pas elles-mêmes, elles délèguent à une police d'assurance, et donc là les compagnies d'assurance contre les accidents du travail alertent assez rapidement sur le surcoût que pourrait représenter l'irruption, en quelque sorte, de centaines de milliers d'invalides de guerre sur le marché du travail. Alors, pour plusieurs raisons, donc il y a deux voire trois arguments qui sont avancés, enfin, deux ensembles d'arguments qui sont avancés. C'est que d'une part, un mutilé, donc quelqu'un qui a déjà subi une diminution physique, sera moins habile, donc il risque plus facilement de se blesser. Corollaire de ça, c'est qu'il risque, dans le cadre d'un environnement de travail collectif, il peut engendrer des accidents du travail chez ses collègues. Et surtout, c'est ça qui est le plus important, c'est que si un accident du travail touche quelqu'un qui est déjà invalide, forcément la facture, en quelque sorte, de l'indemnisation grimpe. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est déjà amputé d'un bras du fait de la guerre et qui se fait couper une main, ou enfin l'autre main, l'autre bras à l'usine, pour le patron, il ne s'agira plus d'indemniser quelqu'un qui aurait perdu un bras, mais quelqu'un qui a perdu deux bras. Alors même qu'il est responsable que du deuxième bras, en quelque sorte. Voilà. Pardon pour cette formulation un peu cynique, mais... Et donc l'État trouve une mesure pour essayer de ménager les intérêts de tout le monde de ce point de vue-là, parce que là ça menace clairement l'employabilité des mutilés de guerre. C'est-à-dire que beaucoup d'industriels, justement, de patrons, alors peut-être que c'est rhétorique, mais pendant la guerre, écrivent à leurs syndicats en disant « Mais moi, je suis tout à fait prêt à embaucher des mutilés de guerre, mais là, ma compagnie d'assurance me dit que si j'en embauche... je vais payer beaucoup plus cher d'assurance. » Et donc ce qui est fait, c'est une loi en 1916 qui instaure un double régime d'indemnité, c'est-à-dire que dans le cas où un accident du travail toucherait un mutilé de guerre, le patron ou la compagnie d'assurance continue d'indemniser, continue de payer l'invalide, mais seulement pour la blessure qui résulte
de l'accident du travail. Et en revanche, donc en fait, on fait un comptage où on coupe en deux l'indemnité. Si par exemple, voilà, on estime que l'invalide, qui était déjà invalide de guerre, a un accident et que désormais il est handicapé à 90%, mais qu'avant il n'était qu'à 40%, enfin, je schématise un peu, mais on considère que 50% est imputable à l'accident du travail, mais il reste 40% qui sont imputables à la blessure de guerre. Et dans ce cas-là, c'est l'État qui paye par le biais d'un fonds public de financement qui est alimenté par alors, une toute petite taxe qui est votée sur les profits des industries et des commerces. Donc il y a un nouvel impôt qui n'est pas très important, mais qui sert à alimenter ce fonds. Et donc dans ce cas-là, c'est l'État qui prend en charge la deuxième partie. Globalement, les modalités de retour au travail des mutilés, ça s'articule autour de trois grands processus. Donc il y a l'emploi obligatoire, ce qui vient plutôt à la fin. Donc ça, c'est l'obligation d'emploi pour le secteur privé, mais il y a aussi la loi sur les emplois réservés, quelque chose qui existait déjà avant la guerre pour les militaires de carrière, en fait. Et donc on réserve un certain nombre d'emplois administratifs pour les mutilés de guerre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et l'autre grand élément, c'est la rééducation professionnelle, donc là, qui fait l'objet d'une loi en janvier 1918, et donc là, qui est la possibilité, qui est un droit opposable pour les mutilés de guerre, à entrer dans une école de rééducation pour apprendre un autre métier. Donc là, c'est une éducation professionnelle gratuite qui est offerte à tous les mutilés de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, la rééducation professionnelle, c'est quelque chose qui est très peu développé en France avant la guerre. Il y a quelques petits projets d'assistance par le travail, de tentatives de mise au travail des infirmes, donc, ou infirmes civiles, ou accidentés du travail, mais c'est quelque chose qui est très embryonnaire en France, donc on y pense un peu. Donc lorsque la guerre éclate, qu'on perçoit l'importance de ce sujet-là, c'est un peu désordonné, l'action, elle est très spontanée. Donc la première école, elle est vraiment créée en décembre 1914 par Édouard Herriot à Lyon, qui est maire de Lyon, mais c'est vraiment une initiative isolée, à la fois municipale et privée. Mais voilà, pendant la Première Guerre mondiale, en fait, notamment parce que l'État a d'autres priorités que de préparer le retour à la paix, et la conduite de la guerre, donc à la fois au point de vue de la logistique, de la préoccupation politique et des préoccupations financières. Entre 14 et 18, c'est très éclaté. C'est un peu spontané, c'est un peu éclaté, les principes sont pas toujours les mêmes et peuvent être concurrents entre les différentes œuvres. Alors que à partir de 1918-1919, on a un paysage qui change avec un nombre d'écoles qui est beaucoup moins important dans l'entre-deux-guerres, enfin après la guerre, mais des écoles qui sont plus grandes, qui offrent, parce qu'en fait pendant la guerre, si on fait un comptage assez large, on peut aller jusqu'à 300 écoles de rééducation professionnelle en France, mais sur ces 300 écoles, il y en a, je sais pas, entre 150 et 200 où ils ont un atelier qui prépare à un métier ou deux, où il y a 15 mutilés qui peuvent venir. Alors que vraiment, là, dans l'après-guerre, on resserre l'effort sur des grands centres qui sont beaucoup mieux dotés financièrement, qui ont des grandes capacités d'accueil, qui ont une très grande offre de rééducation, avec des professeurs qui sont compétents. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'école de rééducation de Rennes, et ce qu'on peut voir, c'est que, alors autant pendant la guerre, les professeurs sont des gens qui sont recrutés alors qu'ils pouvaient, par exemple, voilà, pour l'atelier de cordonnerie, on prend un ancien cordonnier, si possible, il est mutilé, puis on lui dit, bah, tu peux donner des cours, et il n'y a pas véritablement de règles, on fait un peu avec l'existant, alors que là, pour l'après-guerre, on a des phénomènes de rationalisation, c'est-à-dire vraiment de réflexion et de pilotage en quelque sorte par l'Office national de ces écoles. Et par exemple, dans l'école de Rennes, les deux directeurs qui se succèdent dans les années 1920-1930, ce sont des instituteurs, des professeurs de lycée qui sont détachés par l'instruction publique, l'ancien ministère de l'Éducation nationale, pour véritablement diriger à plein temps cette école de rééducation. La majorité des mutilés sont des gens qui viennent d'un milieu rural. Il faut savoir que la France est encore très rurale à ce moment-là, hein. La révolution industrielle met beaucoup de temps à s'imposer en France. Par ailleurs, les mutilés sont particulièrement issus des milieux ruraux et des métiers agricoles, parce que du fait de la mobilisation, en fait, donc déjà la population rurale est majoritaire, et en plus du fait de la mobilisation pendant la guerre, les ouvriers sont proportionnellement moins envoyés au front que les paysans, parce qu'on a besoin d'eux dans les usines de guerre, alors que les paysans, eux, sont beaucoup plus massivement envoyés au front. Donc
mécaniquement, on a un grand nombre de blessés, autour de 60% en gros, qui sont des paysans. Et la grande idée, en fait, c'est qu'il ne faut pas déraciner ces paysans, donc il faut les garder dans leur pays natal, comme on dit, si possible, leur faire reprendre une activité agricole. C'est pour ça qu'on a aussi des écoles qui sont spécialement dédiées au retour à la terre. Et quand bien même on ne pourrait pas reprendre le métier agricole, c'est quand même souvent le cas lorsqu'on est amputé des jambes et des bras, il y a l'idée de les former à ce qu'on appelle les petits métiers, donc des professions qui peuvent s'exercer à la campagne, qui sont en plus indispensables à la vie d'un village qui vit un peu en autonomie. Donc ça va être beaucoup les métiers de cordonnier, de ferblantier, de bourrelier, de vannier, enfin vous voyez, tout ce genre de métiers. Et il y a également un autre grand pôle des métiers, c'est vraiment du fait de cette loi sur les emplois réservés, c'est la préparation à les emplois administratifs. Là, lorsqu'un métier physique n'est plus possible, ils préfèrent trouver une petite place dans un emploi administratif. C'est pour ça qu'on a des instituteurs d'ailleurs dans ces écoles-là, voilà, pour faire des cours de maths, d'orthographe, de langue étrangère, pour préparer les concours de l'État en fait. Alors à Rennes, moi j'ai retrouvé les dossiers, donc je pense que c'est assez exhaustif. En tout, il y a 3250 personnes qui sont à l'école de Rennes à un moment entre 1919 et 1940, parce qu'après les archives s'arrêtent avec la Seconde Guerre mondiale. Euh, et sur ces 3250, il y a à peu près, en moyenne, parce que ça diminue progressivement, je dirais qu'il y a 70% de mutilés de guerre. Parce qu'en fait, au début, en gros jusqu'en 1924-1925, il n'y a que des mutilés de guerre qui sont dans l'école. Et après, dans l'entre-deux-guerres, on commence à accueillir d'autres publics. Alors là, d'autres victimes de la guerre, par exemple les veuves. Les veuves de guerre, elles entrent. Il y a des écoles spécifiques pour les veuves, notamment il y en a une en Corrèze, mais sinon elles ont des ateliers à part. Enfin, alors plutôt pour évidemment, on a une division très genrée du travail à l'époque, donc elles ont des métiers, donc plutôt dans les métiers du textile notamment, mais aussi les emplois administratifs d'ailleurs. Donc on accueille les veuves de guerre. Donc là assez rapidement, hein, dès le début des années 1920. Et par exemple, dans cette école, il y a aussi. Est-ce qu'il y a eu des civils femmes amputées ou mutilées de Alors, guerre? il y a des infirmières, etc., qui ont subi des blessures à la guerre. Alors, c'est très minoritaire, hein, évidemment, par rapport aux soldats. Euh, pour ce que j'en sais, mais je ne serais pas catégorique, je ne sais pas si elles ont droit mais je pense qu'elles ont droit peut-être pas dans 1918, mais au moins au cours des lois qui révisent tout cela, je crois qu'elles ont droit à la rééducation professionnelle. Mais en revanche, moi, j'en ai jamais croisé dans mes sources. Enfin, je veux dire, j'ai jamais de femmes civiles dans les dossiers que j'ai de l'école de Rennes. Alors, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas. Peut-être un biais de source, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais croisé. Elle existe toujours aujourd'hui. En fait, ça fait partie d'un réseau d'écoles, justement, ces écoles qui sont dirigées par l'Office national des mutilés à partir de 1919, et il y en a une dizaine qui existent encore, alors qui sont toujours sous la tutelle alors ce qui est devenu, enfin c'est la même instance, hein, mais ça s'appelle Office national des anciens combattants maintenant, qui dépend du ministère des anciens combattants. Alors évidemment, maintenant, j'en avais discuté avec le directeur actuel, 99% des élèves de cette école aujourd'hui sont des handicapés civils. Ouais. De temps en temps, il y a un type qui revient d'Afghanistan avec un handicap physique, mais ce sont des choses qui maintenant sont intégrées dans le réseau des écoles pour les handicapés civils. Mais oui, il y a une vraie. C'est pour ça que c'est vraiment fondateur le moment de la Première Guerre mondiale du point de vue de la prise en compte sociale du handicap, c'est qu'il y a une vraie continuité des institutions. Ouais. Il y a le cas aussi des rééducations tardives, Mm. puisque en fin de compte, l'école, elle, 1916, entre deux guerres, ça continue. On pourrait penser qu'au bout de 5-10 ans, il n'y a plus besoin de rééduquer les mutilés, mais il y a les rééducations tardives que tu écris. C'est quoi les rééducations? Alors, la rééducation tardive, c'est purement descriptif. C'est-à-dire, effectivement, comme tu disais, c'est des gens qui, 5 ou 10 ans après la guerre, entrent en école. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a les cas les plus évidents, c'est ce que j'appelle les blessures évolutives. Donc, des blessures qui sont ou peu détectées. Mais déjà, voilà, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on regarde le chiffrage des mutilés, donc des pensionnés de guerre,
sur la période. Il augmente jusqu'en 1900, alors ça dépend des sources, hein, c'est très difficile d'avoir des chiffres qui soient très précis, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'évaluation, mais en gros, dans les ordres de grandeur, ça augmente jusqu'en 1932 en gros. Et ça commence à descendre en 1933. Ce qui n'est pas très intuitif parce que logiquement, plus personne n'est blessé après 1918, enfin 1919-1920 pour ce qui continue en Orient, mais globalement, on en a vite fini au début des années 20. Par ailleurs, il y en a qui meurent. Euh, Pas mal d'ailleurs, de leurs blessures, ça peut arriver aussi. Euh, et pourtant, ça augmente, donc ça veut dire qu'il y a des reconnaissances tardives des blessures, et notamment des maladies aussi pendant la guerre. Notamment tout ce qui relève de la tuberculose, par exemple, qu'on n'a pas identifié comme venant de la guerre, ou des blessures qui ne sont pas évaluées à leur juste valeur, et qu'on réévalue ou qu'on découvre dans l'entre-deux-guerres. Donc déjà, ça fait tout un public potentiel en plus, parce que là, à partir du moment où ils sont déclarés pensionnés de guerre, peut-être en 1930, là, ils peuvent enfin rentrer en rééducation professionnelle. Par ailleurs, il y a donc ces blessures évolutives, donc là du point de vue du droit, mais également du point de vue de l'expérience individuelle, c'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui a une tuberculose, par exemple, ou enfin il y a beaucoup de maladies du souffle en fait, hein, de maladies pulmonaires, du fait des gaz qui sont utilisés pendant les combats. Bon, quelqu'un qui est pas très gêné après la guerre, qui arrive à reprendre son emploi, qui peut éventuellement évoluer dans un environnement professionnel qui est pas très propice à ce genre de blessure, et qui qui se rend compte au milieu des années 20, des années 30, que finalement, il ne peut plus exercer ce métier-là, donc il va à ce moment-là se rééduquer à autre chose. Alors ça, c'est peut-être le plus évident, parce on voit que ce sont des blessures qui peuvent s'aggraver avec le temps. Mais on a aussi des rééducations tardives de gens qui sont amputés du bras ou de la jambe, où là, pareil, de manière assez prosaïque, on pourrait se dire, une fois que la jambe est coupée, elle est coupée, ça peut pas aller pire, quoi. Mais en réalité, ça peut aller pire du point. Parfois, effectivement, les blessures s'aggravent quand même, hein, je veux dire, ça va moins bien. Et ça peut aussi être une manière, alors il y a des choix de vie, hein, des gens qui décident de se réorienter, et la rééducation professionnelle offre gratuitement cette possibilité-là, et qui peut être par ailleurs accentuée par des situations de crise économique. Et ça, on le voit bien en fait avec les entrées en rééducation. Dès lors qu'il y a un fléchissement de l'activité économique en France, notamment l'année 1927-1928, et évidemment après la crise de 29, donc qui arrive en France plutôt à la fin de l'année 31, début de l'année 32, on voit là qu'on a des pics de montée en rééducation à ce moment-là, à tel point même en 1932 que l'Office national des mutilés s'inquiète de voir que les écoles sont quasiment pleines et qu'il n'y a plus vraiment de place disponible, donc ça devient un peu compliqué. Tout simplement parce que c'est des hommes qui éventuellement travaillaient dans le secteur privé et qui, du fait du ralentissement de l'activité économique, ont été licenciés, ont perdu leur emploi, et donc ils profitent de la rééducation professionnelle. Alors déjà, pour un contexte qui est assez difficile, bénéficier d'une formation pendant 9 à 12 mois en fonction des métiers où on est logé, nourri, blanchi, c'est pas négligeable lorsqu'on est dans une situation financière difficile. Il faut savoir que la rééducation, ça concerne quand même beaucoup les mutilés des classes populaires. Et en plus, ça peut être évidemment l'occasion de de se former professionnellement pour avoir une activité qui soit plus rémunératrice. Alors ça peut être par les emplois réservés de l'État ou alors par un métier manuel où donc là on va avoir une activité indépendante, donc moins soumise aux aléas économiques. Et donc ces rééducations tardives, elles peuvent s'expliquer par ça, par la lutte contre le chômage en fait, tout simplement. Ouais. Et donc ça recoupe des questionnements qui sont très importants dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale, qui est de savoir si les soldats étaient plutôt consentants à la guerre, ou est-ce qu'au contraire on les a plutôt forcés. Enfin, c'est des questions assez vives parmi les historiens de la Première Guerre mondiale. Et effectivement, là, il y a cette attitude-là qui est un peu, qui est un peu entre les deux, en fait, avec des gens qui montrent pas de volonté pacifiste, de refus de la guerre tant qu'ils sont au front, et effectivement qui, dès lors qu'ils sont blessés, ont bien compris que là, ils tiennent quelque chose pour éviter de retourner au combat. Alors surtout, en plus, s'ils sont blessés plusieurs fois, ils ont déjà vu ce que c'était que de revenir. Et ils peuvent être tentés de ne pas faire les efforts maximum pour se soigner sur le moment, quoi. Parce que le phénomène, en revanche, des mutilations volontaires, par exemple, ça existe, mais c'est quand même très minoritaire. Des gens qui vont se blesser volontairement. Alors, il y a des cas, hein, il y a des exemples. Hein, alors, ça peut être de se tirer une balle dans la main gauche ou alors s'injecter des produits chimiques très dangereux, notamment du pétrole dans le genou par exemple, et pour se créer soi-même des blessures. Ça reste minoritaire. Ouais, le refus de guerre de ce point de vue-là, il est quand même assez minoritaire. En revanche, des blessés qui se rendent compte au moment où ils sont blessés
s'ils font pas tous les efforts qu'il faut en rééducation, ça va peut-être durer plus longtemps, voire leur octroyer une réforme et donc leur éviter de retourner au combat. Oui, ça c'est quelque chose qui a pu se passer. Les blessures psychiques, c'est quelque chose qui est assez peu pris en compte pendant la Première Guerre mondiale. Les traumatismes psychiques, on commence à les voir pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant c'est quelque chose qui est rentré vraiment dans la logique scientifique et médicale, notamment avec les conflits récents, hein. Notamment aux États-Unis, c'est quelque chose qui est une question qui est très bien travaillée pour les vétérans de la guerre du Vietnam, mais encore plus pour l'Afghanistan et l'Irak, où on arrive à mesurer l'ampleur de ces traumatismes psychiques. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup plus compliqué, et les traumatisés psychiques sont quand même... Enfin, l'a priori immédiat qu'il y a vis-à-vis d'eux, c'est que ce sont des simulateurs. Voilà, on arrive à la fin. Alors merci à tous, merci à ceux déjà qui sont restés jusqu'au bout. Merci à Clément aussi pour le moment, super moment, donc merci à toi. J'ai aussi rencontré le même week-end Sophie Delaporte, qui est enseignante-chercheuse, historienne et grande spécialiste des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, mais pas que, sur des conflits un peu plus récents aussi. Et ça sera sûrement l'objet d'un prochain épisode. Alors je vous dis merci encore, et à bientôt.